Bonjour à tous et bienvenue. La situation de l'emploi en Afrique demeure préoccupante malgré quelques avancées. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire et comment l'Organisation internationale du travail opère dans notre pays? On en parle dans Ça fait l'actualité. Quel est le rôle de l'Organisation internationale du travail? Réponse de Siaka Kone. Agence spécialisée de l'ONU, l'Organisation internationale du travail rassemble des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 187 États membres. L'Organisation internationale du travail a pour mission d'établir des normes internationales du travail, d'élaborer des politiques, de concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde et de production d'expertise. Développer des activités de coopération technique et de production d'expertise. Le siège de l'OIT est situé à Genève, en Suisse, où les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des États membres se réunissent 3 fois par an au conseil d'administration et 1 fois par an à la conférence internationale du travail. La constitution de l'OIT a été rédigée en 1919 par la commission du travail présidée par Samuel Gompers, directeur de la Fédération américaine du travail aux États-Unis. Elle était formée de représentants de 9 pays. Frédéric Lapeyre dirige le bureau pays de l'Organisation internationale du travail pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Les principaux objectifs de l'Organisation internationale du travail en Afrique sont de promouvoir le droit au travail, encourager la création d'emplois décents, développer la protection sociale et de renforcer le dialogue sur les questions liées au travail, notamment les enjeux des compétences du secteur informel et de la protection sociale face au potentiel des technologies numériques. Présent en Côte d'Ivoire depuis de longues années, quel est l'impact de cette institution? Pour en parler, je reçois M. Frédéric Lapeyre, directeur du bureau pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger et le Togo, comme il vient d'être signalé dans l'élément. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce que déjà le monde du travail connaît une grande disparité selon les différentes régions du monde et a fortiori les différents pays d'Afrique? Oui, je pense qu'on est tous conscients des disparités qui existent dans le monde du travail entre les continents, mais aussi entre les pays. Bon, la première disparité, c'est l'économie informelle et l'emploi informel. En Afrique, plus de 8 travailleurs sur 10 sont en situation d'emploi informel et doivent faire face justement à des déficits de travail décent qui sont liés à cette appartenance à l'économie informelle. L'autre discrimination, c'est aussi lié à la question des jeunes qui sont plus ou moins exclus du marché du travail ou du travail décent. C'est aussi la question des femmes qui souffrent encore trop dans le monde de discrimination à travail égal, le salaire n'est pas égal, d'accès à des postes de responsabilité. Toutes ces questions traversent le monde du travail dans les différents pays, mais à des niveaux différents. Malgré ces différences, y a-t-il des principes universels et si oui, lesquels dans le monde du travail? Je pense que l'Organisation internationale du travail, on le dit, c'est une organisation normative. Donc elle émet des normes internationales par rapport à ce que devrait être le monde du travail. Et je pense que ce que devrait être le monde du travail, ce sont des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire que la santé et sécurité au travail soit garantie pour les travailleurs. C'est notamment une des nouvelles conventions internationales du travail, fondamentale, et devrait aussi être débarrassée du fléau du travail des enfants, du fléau des discriminations, de l'esclavage moderne, de l'accès à un travail, à une rémunération qui permette justement de vivre décemment, mais aussi permettre aux unités économiques, les petites, les moyennes entreprises, de bénéficier d'un écosystème qui leur permette d'être compétitive, productive, de créer du revenu, de créer de l'emploi et de créer de la richesse pour les pays. Alors, vous êtes arrivé à la tête du bureau ivoirien en septembre 2020. Quelle était la situation générale dans notre pays? Quel état des lieux vous faites du travail? Moi, je suis arrivé à une période très particulière. C'était en pleine crise de la Covid-19. Et donc le marché du travail, le monde du travail était très perturbé par rapport à ces conditions, notamment dans les travailleurs de l'économie informelle qui étaient sur les places publiques, avaient des problèmes d'accès à ces places. On se posait la question de la perte de revenus pour tous ces travailleurs de l'économie informelle, des travailleuses domestiques qui ne pouvaient plus aussi travailler dans les familles employeurs.
Et donc par rapport à tout ça, je voudrais d'abord mettre l'accent sur le fait que la Côte d'Ivoire a été exemplaire en termes de gestion de la crise de la Covid. Il y a eu des fonds qui ont été mis en place pour justement compenser l'impact sur le monde du travail, sur les travailleurs, sur les entreprises de la Covid. On n'a pas eu comme les pays occidentaux, de restrictions à domicile aussi importantes que les autres pays. Ça a joué, vous pensez ? Très rapidement, il y a eu une petite période où le Grand Abidjan a eu des restrictions de mobilité, mais après, très rapidement... Mais pas de confinement, je veux dire. On n'a pas eu de confinement comme les pays occidentaux. Non, tout à fait. Parce que les gens ne peuvent pas se permettre d'être confinés. À partir du moment où vous avez 8 travailleurs sur 10 qui sont en emploi informel et qui ne vont pas toucher de compensation s'ils ne travaillent pas, s'ils ne sont pas dans les bacs à travailler ou s'ils ne sont pas sur les marchés publics, ils sont en très grande vulnérabilité. Et donc je pense que la politique, et qui était la bonne politique, c'était de permettre de réduire les risques à travers la prévention, la distribution de masques, de gel hydroalcoolique, avec un formidable travail du gouvernement, avec l'OMS, avec le PNUD, avec le système des Nations Unies, qui ont permis justement de faire en sorte que l'économie continue à marcher en réduisant au maximum les risques sur la santé des travailleurs. On va parler des plusieurs enjeux du secteur du travail, du monde du travail dans notre pays. L'un de ces enjeux de nos États, c'est bien sûr l'économie informelle dont vous venez de parler. Déjà, pourquoi ce secteur, qui est principal pourvoyeur d'emplois, est-il problématique ? Il est problématique parce que c'est au sein de l'économie informelle que l'on retrouve le plus de déficit de travail décent. Les travailleurs qui sont, par définition, lorsqu'ils sont en situation d'emploi informel, ils ne sont pas protégés par le droit du travail puisqu'ils y échappent. Ils ne sont pas protégés par l'inspection du travail. Ils ne sont pas protégés par tout ce qui est le cadre réglementaire et légal qui pourrait protéger justement toute forme d'abus. Et donc, ils sont particulièrement abusés ou à risque d'abus par rapport à leurs conditions de travail, à leurs conditions de salaire, à des formes de violence et de harcèlement pour les femmes qui travaillent dans l'économie informelle. Et donc, ce que l'on voit, et les statistiques sont très claires, c'est le pourcentage de personnes en grande vulnérabilité, en grande pauvreté est bien plus élevé dans l'économie informelle que dans l'économie formelle. Oui, mais en même temps, comparaison n'est pas raison, mais faut-il mieux ne pas avoir un travail même non décent que d'un travail du tout ? Je ne poserai pas le problème de cette façon-là. À partir du moment où vous n'avez pas un revenu de compensation, vous êtes obligé de travailler pour vivre, pour nourrir votre famille, quel que soit le travail que vous faites. L'OIT, ce qu'elle cherche à faire, c'est une transition. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on ne va pas interdire aux gens d'être dans l'économie informelle, puisqu'ils survivent grâce à l'économie informelle. Ce que l'on cherche, c'est une transition et d'essayer de travailler sur les conditions, essayer de comprendre pourquoi ils sont dans l'économie informelle. Souvent, ils sont dans l'économie informelle pour de bonnes raisons. Ils ont des très faibles niveaux d'éducation, de formation professionnelle, des très faibles niveaux de productivité, très faible niveau entrepreneurial. C'est des micro-unités économiques comme ça qui n'ont pas les moyens de se formaliser puisqu'ils n'ont pas les moyens de payer des impôts, de payer les cotisations sociales pour leurs travailleurs. Et donc, il y a tout ce travail à faire pour faire sortir ces petites entreprises d'un statut vraiment de faible productivité à un statut de plus forte productivité afin qu'elles puissent se formaliser et formaliser leurs travailleurs. Et vous le disiez, que j'allais vous demander la proportion de l'économie informelle, mais on sait qu'elle est majoritaire, je crois près de 90% des emplois dans notre pays. Qu'est-ce qui est fait alors pour y remédier à ce phénomène ? Donc là encore, la Côte d'Ivoire, elle est un pays exemplaire en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, sur la réponse à donner à cet enjeu et à ce défi de la formalisation. D'abord, ce qui fait l'informalité, c'est la vulnérabilité. Et le fait et notamment la vulnérabilité en termes de risque de santé. Et la Côte d'Ivoire, elle a mis en place 2 outils fondamentaux qui vont permettre justement cette formalisation. C'est la couverture maladie universelle et c'est le RSTI, donc le régime social des travailleurs indépendants. La plupart des travailleurs indépendants sont dans l'économie informelle. Et donc à partir de là, parce que la question pour le travailleur informel, qui n'a pas le choix, il est dans l'informel parce qu'il n'a pas de place dans le formel, pour toute une série de raisons, il faut qu'il fasse une démarche de formalisation. Ce n'est pas le bâton qui va le pousser vers la formalisation, il faut qu'il y ait une démarche volontaire, donc une confiance dans le processus. Et donc, ce qui va l'attirer, ce n'est pas le fait qu'il y ait peu d'impôts ou moins d'impôts
ou une facilité d'enregistrement plus rapide. C'est aussi qu'est-ce que je gagne à ce processus d'enregistrement ou au fait de payer des impôts. Et la protection sociale est un élément fondamental qui va permettre d'assurer la décision du travailleur informel de se formaliser. Il y a un autre sujet qui a beaucoup été médiatisé, c'est le travail des enfants. Notre pays avait été visé il y a quelques années sur ces questions. Déjà, dans quel secteur d'activité il s'observe et quelles sont les raisons ? Donc ici, en Côte d'Ivoire, il y a une attention toute particulière sur le secteur cacao, puisque c'est un secteur d'exportation et les cadres réglementaires légaux internationaux, notamment européens, américains, changent avec une conditionnalité de plus en plus forte sur la façon dont le cacao est produit. Et ils le disent, on ne veut plus de travail des enfants, on ne veut plus de déforestation associée au cacao. Et donc là, il y a une obligation du gouvernement ivoirien de répondre par rapport à cette nouvelle contrainte qui est celle de la réduction du travail des enfants dans ce secteur-là. Mais il existe, quand on se balade à Abidjan ou ailleurs, il existe dans les autres secteurs de l'agriculture, il existe sur les marchés, dans les rues avec les petits vendeurs à la sauvette. Il existe un peu partout, chez les travailleurs domestiques. Et donc, il est répandu. Mais il y a une attention assez particulière qui est donnée au secteur cacao. Mais le gouvernement ivoirien s'attaque à la question du travail des enfants partout. Quelles sont les raisons ? C'est quoi ? C'est parce que c'est une main-d'œuvre supplémentaire, moins chère, utile pour la famille ? Je pense que, et là, l'UNICEF, l'OIT, le système des Nations Unies, dans son ensemble, on est d'accord, quand on traite du travail des enfants, il faut traiter les causes profondes. Il ne faut pas s'attaquer juste voir le premier niveau du problème. C'est que les enfants sont là, on les voit, ils travaillent, ils sont dans les champs ou ils sont sur la rue à vendre des produits. C'est de dire pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi les familles les font travailler. Il n'y a aucune famille qui fait travailler par plaisir son fils ou sa fille dans la rue ou dans le champ alors qu'il pourrait être à l'école. Et donc la question, c'est la pauvreté. C'est le faible revenu des familles, c'est le manque d'infrastructures des fois, le manque d'écoles à proximité ou de professeurs dans l'établissement qui pourraient faire office d'école. Ce sont tous ces facteurs-là qui vont faire que des enfants travaillent pour subvenir aux besoins de la famille et contribuer finalement à la génération de revenus au sein de la famille. Mais est-ce que notre pays a réussi à baisser, en tout cas à réduire significativement le travail des enfants ? Donc là, on est sur une très bonne tendance. J'en parlais récemment avec le ministre Maître Camara de l'Emploi et de la Protection sociale. Le gouvernement américain, dans son rapport sur le travail des enfants, a identifié 4 pays avec des progrès significatifs en termes de réduction du travail des enfants, dont la Côte d'Ivoire. Et donc on voit que ces efforts qui sont portés depuis longtemps maintenant en Côte d'Ivoire sur la réduction du travail des enfants portent leurs fruits, et qu'on voit progressivement une tendance à la réduction du travail des enfants et à la scolarisation des enfants. Mais vous le dites que ce phénomène réduit de manière significative, mais par quel mécanisme ? Qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Donc il y a différents éléments. Il y a d'abord des efforts très concrets en termes de scolarité, c'est-à-dire de construction d'établissements scolaires, d'organisation de cantines scolaires qui attirent aussi les enfants dans les écoles, en termes de qualité de l'éducation, même dans les milieux ruraux. Donc ça c'est important. Il faut qu'il y ait des écoles. Pour que les enfants aillent à l'école, il faut qu'il y ait des écoles et un enseignement de qualité et des cantines scolaires qui aussi jouent un rôle fondamental dans la décision des parents d'envoyer les enfants. Il faut aussi qu'il y ait moins de vulnérabilité dans les ménages qui font travailler les enfants. La protection sociale est essentielle. Le fait que maintenant plus de 7,5 millions de personnes sont couvertes par la CMU joue un rôle important. Et aussi tout ce qui est autour de la génération de revenus dans les ménages pauvres, c'est-à-dire la diversification des sources de revenus, la pluriactivité, soutenir le maraîchage chez les femmes, différentes activités qui vont permettre justement à la famille d'être moins vulnérable, moins pauvre et d'être plus à même d'envoyer les enfants à l'école. Alors l'autre enjeu aussi actuel et futur, c'est l'économie numérique et tous ces métiers d'avenir. Au vu de nos problèmes de formation et de main-d'œuvre qualifiée, est-ce qu'on va rater le train en marche ? Je pense que la Côte d'Ivoire, elle est très préoccupée par cette question-là. Elle se prépare, elle est très consciente.
il y a cette volonté politique de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, en faire une économie moderne, ce qui veut dire avec un secteur du numérique qui est important. Et cette transformation structurelle, elle appelle bien sûr une évolution forte du système éducatif, universitaire, mais aussi les instituts de formation professionnelle, pour faire en sorte que les besoins qui vont être générés par une industrie numérique en développement rencontrent justement des qualifications présentes ici en Côte d'Ivoire. Et donc un des enjeux, c'est vraiment faire en sorte que les jeunes puissent avoir cette formation dans le numérique qui est à différents niveaux. À la fois, il y a les ingénieurs, il y a les techniciens du numérique à proprement dit, mais ce que l'on voit, c'est une numérisation des tâches dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, il faut aussi que les jeunes qui sortent de la formation professionnelle, ça peut être un menuisier métallique, ça peut être un dieseliste, ils aient des notions de numérique pour pouvoir justement s'adapter régulièrement et en permanence à la transformation de leurs outils de production, parce que les outils de production évoluent avec la numérisation. Donc c'est, on va dire, une source d'emploi à venir. Il y a toujours ce débat, est-ce que c'est une Ça source... va détruire des emplois, oui, ou est-ce que ça va les transformer? Est-ce qu'il y en aura des nouveaux? Bon, des emplois vont être détruits, mais globalement, c'est aussi une source d'emploi très importante à travers ces nouveaux métiers, à travers la numérisation, à travers la maintenance du numérique, à travers toutes les nouvelles technologies qui sont liées aussi aux énergies alternatives, tout ce qui est aussi les énergies recyclables, etc., le recyclage de déchets, économie d'énergie, tout ça, ça crée des potentialités d'emploi, et donc bien sûr certains emplois vont diminuer, mais il y a un potentiel dans le numérique, mais aussi dans les emplois verts qui sont liés. En ce moment, il y a la COP. Oui. Les emplois verts, c'est aussi une source importante de futurs emplois ici en Côte d'Ivoire. Ah oui, quelques mots dessus. Alors, penser à quoi par rapport à ces emplois verts? Qu'est-ce qui pourrait les générer? Il faut un cadre, c'est-à-dire il faut des incitations fiscales en termes d'investissement pour que des chefs d'entreprise investissent dans à la fois les énergies renouvelables, à la fois le recyclage des déchets, d'autres formes d'énergie. L'économie d'énergie, c'est aussi un secteur très important. Et donc, il faut qu'il y ait un cadre fiscal, un cadre d'investissement, des incitations du gouvernement, probablement, pour pouvoir orienter et favoriser cette transformation de l'outil de production, de la façon de faire, de produire ici en Côte d'Ivoire, pour faire en sorte que, justement, on fortifie ces nouveaux secteurs et on crée des emplois qui sont associés à ces secteurs. Alors l'année 2023 a permis une légère hausse du salaire minimum, du SMIC, qui a suivi la hausse de la rémunération des fonctionnaires. Avez-vous joué un rôle dans ces négociations en tant qu'Organisation internationale du travail, puisque vous parlez avec les États, avec centrales syndicales, avec tous ces différentes parties? L'augmentation des salaires, c'est quelque chose de toujours très sensible, parce qu'il y a des implications importantes pour l'État, pour le secteur public, mais aussi pour les entreprises en termes de rentabilité. Et donc, pour ça, le dialogue social est fondamental. Et donc là, l'OIT joue un rôle essentiel dans toutes ces négociations à travers le renforcement des institutions, mais aussi des pratiques de dialogue social. Le fait, et ici encore la Côte d'Ivoire est un bon exemple, que le gouvernement puisse s'asseoir avec les syndicats et négocier la trêve sociale, ou que le gouvernement puisse solliciter la CGECI, FIPME, les centrales syndicales pour s'asseoir autour de la table et décider d'une revalorisation des minima catégoriels, que l'on puisse décider aussi de l'augmentation du SMIC, c'est pas rien, de 60 à 75 000, c'est quand même une augmentation assez substantielle. Et donc là, on voit la qualité du dialogue social. Le fait que les partenaires sociaux sont prêts à s'asseoir et de manière responsable essayer de penser à comment on peut améliorer les conditions de vie des travailleurs sans mettre en danger la rentabilité des entreprises et la compétitivité des entreprises. On va dire, c'est un enjeu important pour la société civile, les salaires.
Là aussi, est-ce que, souvent on se plaint des bas salaires, bon, je pense que tout le monde se plaint des bas salaires de manière générale, mais on va dire dans nos pays, là aussi, vous pouvez intervenir, vous avez un levier sur lequel jouer pour les négociations, pour inciter les États et les entreprises aussi, secteur privé pourtant, à avoir les salaires à la hausse. Vous pouvez le faire? On le fait à travers ce dialogue. C'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, par exemple, sous financement des Pays-Bas, on vient de mettre en place un projet autour des salaires appropriés, un salaire adéquat. Oui. Et l'idée, c'est de dire, voilà, il y a des aspirations des travailleurs à avoir un revenu décent, oui, et de vivre décemment de leur travail. Et il y a aussi des aspirations des chefs d'entreprise de pouvoir justement être rentables, compétitifs. Et donc le salaire approprié, c'est le résultat d'un compromis entre les deux. Et c'est faire en sorte de renforcer les organisations syndicales pour pouvoir mieux négocier, que le rapport de force ne soit pas trop déséquilibré entre l'entrepreneur, l'employeur et les travailleurs, et faire en sorte aussi que les préoccupations des entreprises, de la CGECI, de FIPME, soient bien prises en compte quand on commence à mettre sur la table les problèmes et les exigences de chacun. Mais quand on a abouti à ce type de négociation, après, est-ce que vous jouez un rôle de vérification? Vous allez sur le terrain pour voir si c'est conforme quand on passe de la théorie à la pratique? Oui, bien obligé. On est aux côtés du gouvernement, aux côtés des partenaires sociaux. Et donc, quand les partenaires sociaux, les organisations syndicales trouvent que quelque chose ne va pas bien, ici en Côte d'Ivoire, ils vont alerter le conseil d'administration, la conférence internationale du travail, en disant voilà, là, il y a un problème avec les normes internationales du travail. On saisit l'OIT, par exemple, pour pouvoir réfléchir et donner son avis par rapport à cet élément que l'on juge problématique. Les employeurs peuvent faire la même chose. Et donc, il y a aussi cet aspect statistique. Hein, on aide le gouvernement à produire de l'information sur le marché du travail. Là, il y a une étape importante qui a été faite par le gouvernement avec le nouvel observatoire de l'emploi qui vient juste de se mettre en place et qui va pouvoir justement fournir régulièrement des informations sur l'état du marché du travail, l'état du monde du travail ici en Côte d'Ivoire. Un petit mot peut-être sur la jeunesse dont c'est l'année. Voilà, cette année lui est consacrée depuis que le chef d'État l'a affirmé lors de son adresse à la nation. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait avec ce potentiel-là, de toute cette main-d'œuvre, toute cette jeunesse, tout ce vivier sans emploi et qui, pour beaucoup, sur le plan sociologique et géopolitique, c'est une bombe à retardement, ces jeunes sans emploi. Qu'est-ce que vous faites à dessein? Donc ça, c'est vraiment une priorité pour nous, l'emploi des jeunes. C'est en Afrique, c'est une priorité. En Côte d'Ivoire aussi, on travaille très étroitement avec le ministre Mamadou Touré sur la promotion de la jeunesse, l'insertion professionnelle, mais aussi avec le ministre Camara sur l'emploi et la protection sociale. Vous l'avez très bien dit, cette jeunesse, ce qui fait le propre de la jeunesse en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde, c'est l'aspiration à créer, à faire des choses, à émerger, faire vivre décemment une famille. Et donc cette aspiration, si elle ne rencontre pas d'opportunités réelles, elle se transforme en frustration. Et il est là le problème. Et la frustration se transforme soit en migration, et avec les risques que ça comporte, de mourir en mer, soit en dépression, soit des fois aussi en sensibilité accrue à des discours de haine, des discours terroristes. La délinquance aussi, à l'oisiveté, mère de tous les vices. Et donc par rapport à ça, l'insertion professionnelle est une priorité ici en Côte d'Ivoire. Et nous, on aide beaucoup le gouvernement ivoirien, mais aussi la CGECI et les employeurs sur cette question de l'employabilité des jeunes. Et donc ça comporte quoi? Ça comporte la nécessité de pouvoir faire en sorte que les besoins du secteur privé en termes de formation, de qualification rencontrent des qualifications chez les jeunes. Donc ça demande la réforme du système de formation professionnelle, de l'éducation qui est en cours avec le ministre Kofi Nguessan qui fait un travail formidable sur la formation professionnelle, sur la question de l'apprentissage aussi, les systèmes duals d'éducation, faire en sorte qu'une partie de
l'acquisition des compétences se fasse au sein de l'entreprise à travers l'apprentissage. Comme ça, les jeunes, ils ont une employabilité directe parce qu'ils ont travaillé au sein de l'entreprise avec les machines que l'entreprise utilise. Et là, on va lancer bien prochainement, avec la CGECI et le gouvernement et le ministre de la jeunesse, justement, un grand projet autour de l'apprentissage et du rôle accru du secteur privé dans ce dispositif d'apprentissage. Un dernier mot, vous êtes sur le départ, si je puis m'exprimer ainsi. Quel regard, vous avez à maintes reprises félicité notre pays sur ces questions concernant le travail. Quel bilan faites-vous de la Côte d'Ivoire sur ces différents sujets qu'elle vient d'aborder, de manière générale? D'abord, c'est passé très vite. 3 ans et demi, on a fait beaucoup de choses. Je suis arrivé, on m'a dit Aqaba. Et le Aqaba, 3 ans et demi après, je vois que ce n'est pas juste un mot, une politesse. Ça a été une formidable aventure humaine, professionnelle, avec des rencontres formidables, aussi bien au niveau des populations qu'au niveau politique ou des partenaires sociaux. Et j'ai vu l'Afrique en mouvement ici. C'est une volonté politique de transformer un pays, une volonté politique de créer de l'emploi, de créer de l'emploi des jeunes, de répondre aux enjeux de notre temps et d'avoir pu accompagner à travers nos domaines de compétences le gouvernement, les travailleurs, les employeurs, les populations pour justement améliorer le monde du travail en Côte d'Ivoire. Ça m'a apporté beaucoup. Avec cette volonté, c'est ce que j'ai voulu en arrivant ici, et j'ai pu le faire, ça j'en suis très heureux, d'être aux côtés des populations. C'est-à-dire j'ai pu visiter le pays, j'ai été à Odiéné, j'étais à Mans, j'étais à Soubré, j'ai été avec les jeunes. Sur le terrain. Sur le terrain. Et ça, c'est ma richesse. C'est ce que je vais prendre avec moi et qui me rend plus riche maintenant que je retourne à Genève. Allez, ça sera le mot de la fin, on est pris par le temps. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. On vous dit bon vent et puis peut-être à bientôt de retour chez nous. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.